Donc ce chapitre va traiter du partage de l'information et la source de l'intelligence collective. Premier chapitre. Donc le premier chapitre, c'est en quoi l'intelligence collective favorise-t-elle la performance de l'organisation. On verra donc dans un premier temps le travail collaboratif, facteur d'émergence de l'intelligence collective, et après dans un deuxième temps la nécessité de maîtriser l'information collective. Donc en quoi c'est un facteur d'émergence de l'intelligence collective? Donc le partage d'informations est nécessaire dans le processus de collaboration entre les individus, parce que les participations d'individus à un même projet obligent les participants à ce projet à s'échanger l'information de manière formelle ou d'informelle. Ce partage donc d'informations entre les individus est facilité aujourd'hui par tous les outils, les réseaux que l'on peut avoir à notre disposition. C'est des réseaux qui peuvent être internes, parce que ça a été construit ad hoc, c'est-à-dire fait pour le compte de l'organisation. Ça peut être aussi des réseaux externes que l'on emploie. Et d'ailleurs, ici même, actuellement, on est en train d'utiliser des réseaux externes pour pouvoir maintenir les cours suite au confinement. Donc, on parle de e-communication, car les informations s'échangent en ligne grâce à des différents outils web. Alors, on voit aussi que l'intelligence collective n'est pas seulement la somme des intelligences individuelles. Elle va créer des effets de synergie, et donc 1 plus 1 égale 3. Et on a ce phénomène de synergie quand on est dans l'intelligence collaborative, quand on est dans la création collaborative. Eh bien, le fait de s'échanger des informations, ça fait émerger de nouvelles idées qui n'auraient pas forcément émergé si on travaillait tout seul. L'intelligence collective, c'est aussi l'ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de décision et d'action d'un groupe d'individus issus de leur interaction pour faire face à une situation présente ou à venir dans un contexte donné avec des objectifs communs. La grande révolution de l'intelligence collective, ça a été le passage du Web 1.0 au Web 2.0. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le Web était un site informationnel où c'était les webmasters qui allaient fournir du contenu et la consultation était faite par les internautes, mais les internautes n'allaient pas collaborer et n'allaient pas produire du contenu. Et dans le Web 2.0, ce qui a vraiment changé, c'est au final que les internautes ont produit du contenu et actuellement, les échanges de données, 3 trillions requêtés par jour, c'est essentiellement de la production de données faite par les internautes. Donc, quand on parle de création d'intelligence collective, c'est en fonction de l'échelle de l'organisation. Ce partage d'informations entre les membres de l'organisation va contribuer à cette intelligence collective. Si on prend le raisonnement inverse, c'est-à-dire imaginez qu'on met une somme d'individus à l'intérieur au même endroit et on n'a aucune connexion entre eux, eh bien chacun va repartir aussi pauvre en information que le matin où ils sont arrivés. Et donc là, il n'y aura pas d'augmentation de la connaissance collective. Donc en effet, les individus n'ont individuellement qu'une connaissance très partielle de leur environnement. Ils ont besoin donc du coup, pour être plus efficaces, de pouvoir mettre au commun leur information, de collaborer, et c'est l'ensemble de ces connaissances qui va permettre d'avoir une vue globale de la situation et qui va permettre de répondre à des problématiques plus larges et plus communes. Donc pour ça, cette intelligence collective, elle a besoin, donc il y a des choses qui sont nécessaires. Il faut avoir un réseau de communication, donc qui permette des interactions entre les membres de l'organisation. Il faut permettre aussi un accès en temps réel aux différentes informations. Il faut se doter d'outils et de méthodes qui permettent la compréhension de ces informations émanant des différents individus, de façon à ce qu'il y ait une approche synthétique du contexte. Il va falloir constituer des lieux de stockage de connaissances et organiser des espaces pour mettre le partage d'expériences et de pratiques. Cette mise donc en commun d'informations et de cette réflexion collective va permettre aux membres de l'organisation d'être plus efficaces dans la création et dans la réalisation des tâches. Et il va favoriser du coup des prises de décision plus rapides, plus judicieuses,
l'organisation dans son ensemble gagne en efficacité et en productivité. Donc quand on regarde la création d'une intelligence collective, elle n'est pas simplement qu'à l'échelle d'une organisation, elle est aussi à l'échelle de la société tout entière. Donc ça dépasse largement le cadre de l'organisation, c'est la société civile aussi qui bénéficie de cette intelligence collective. Notamment, une des illustrations est l'émergence de nombreuses communautés en ligne, qui sont physiques ou virtuelles, dans le but de créer et de partager la connaissance. Si vous regardez bien le fonctionnement de TripAdvisor, c'est globalement le sujet, c'est le tourisme, mais comment vous choisissez maintenant un hôtel? Est-ce que c'est la description de l'hôtel lui-même qui va être évidemment superlative, ou est-ce que c'est l'avis des consommateurs qui ont déjà été fréquenter cet hôtel et qui vont donner un avis et qui vont noter l'hôtel? Donc au final, on s'aperçoit que l'intelligence collective est plus importante que l'intelligence individuelle de l'organisation de l'hôtel, si on prend l'exemple de l'hôtel. Il y a aussi l'exemple de Allociné, par exemple, ce site qui parle de cinéma. Eh bien, là, vous allez regarder plus particulièrement les critiques des gens qui ont été voir le film, plutôt que des critiques de professionnels, ou plutôt que le pitch de la société de production et des agents de presse. Ces communautés donc sont créées, sont alimentées par des internautes. Ces internautes ne se connaissent pas forcément, mais ils vont communiquer, échanger à travers des espaces communs, des blogs, des wikis, des réseaux sociaux. Exemple, là on voit que Danone, sur la Danette, qui est un produit phare de Danone, ont invité les internautes à proposer des recettes. Ces recettes ont été testées, ces internautes ont été invités dans les laboratoires de Danone pour pouvoir mettre au point la recette. Et encore une fois, on va encore plus loin, c'est qu'une fois que la recette a été co-créée avec les internautes, eh bien, on va demander aux autres internautes de voter pour la prochaine danette, c'est-à-dire quel goût vous préférez. Donc là, on joue en interaction. Autre exemple, la dernière publicité de Ray-Ban. Ray-Ban avait demandé à ce que les porteurs de Ray-Ban envoient leurs propres photos personnelles. Et en fait, ils ont fait une campagne de communication avec des photos. Ce ne sont pas des mannequins, c'est Monsieur Tout-le-Monde, hein, qui contribue et qui collabore à l'image collective en fait de Ray-Ban. Idem avec Michel Augustin qui invite les internautes à participer, à commenter leurs nouvelles recettes. Même les invite dans leur siège social qui s'appelle la Bananeraie. Tous les jeudis, il y a des groupes de visiteurs qui peuvent participer, donner des idées aux produits de Michel Augustin. Donc c'est à la fois des réseaux physiques et virtuels. Donc l'organisation utilise cette intelligence collective qui va émaner de la société pour gagner encore plus en efficacité. On parle de marketing participatif. Et du coup, l'organisation donne l'opportunité aux consommateurs de prendre une part active dans l'amélioration des produits et des services de l'organisation. Et l'avis et la perception de ce consommateur, donnée par l'intermédiaire des forums, des blogs, des réseaux sociaux, va être très importante. Et ça va influer sur les décisions prises par l'organisation en matière de concept, de produits, de services, de communication et de distribution. Donc c'est ce qu'on voit dans le cours de management sur l'influence des parties prenantes dans la décision. Deuxième partie, la nécessité de maîtriser cette information collective, parce que il y a quand même trois choses qu'il faut quand même bien avoir en tête. C'est de disposer d'une information exacte et utilisable, parce qu'on a de plus en plus d'informations, mais aussi l'information est de moins en moins... elle est vraisemblable, mais elle n'est pas forcément juste. On voit tout ce qui se passe dans les fake news. Eh bien, il faut quand même savoir, avant d'utiliser cette information au niveau du collectif, ne pas mettre des informations pourries dans le système. Ensuite, il faut aussi protéger certaines informations, parce qu'elles peuvent se révéler confidentielles pour le bon fonctionnement de l'organisation. C'est tout ce qui peut être dangereux si la concurrence n'en a pas. Et puis, de faire attention à tous les propos diffamatoires qu'il peut y avoir sur
l'organisation ou sur ses membres, et donc de surveiller dans les réseaux sociaux ce qu'on peut dire sur votre entreprise. Alors dans les outils de partage de l'information, il y a tout le monde, et on le voit bien puisque vous-même dans la classe, vous avez créé des réseaux sociaux avec certains qui ont des fonctions d'administrateurs et qui ont créé le réseau, et c'est eux qui font entrer ou sortir des numéros, et donc qui vont donner des droits plus ou moins forts aux membres. Et puis il y a les gentils utilisateurs qui ont des droits plus ou moins élevés sur le réseau. Donc c'est ce qu'on fait aussi sur le Drive. Moi je suis administrateur du Drive et je vous donne plus ou moins de droits d'écriture, d'impression, de réécriture sur les documents que je vous donne. Donc le rôle de l'utilisateur dépend donc de ses droits d'accès qui sont accordés par l'administrateur. Donc le droit d'accéder au réseau ou à l'espace collaboratif, le droit d'accéder ou d'intervenir sur les informations de l'organisation, et ça veut dire qu'on partage tous une responsabilité morale sur des documents qui peuvent être touchés par tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus à multiplier les pièces jointes sur des mails, on est maintenant à travailler sur un document commun, mais on a la responsabilité que chacun peut modifier et cracher le travail des autres. Hein. Donc on l'a vu récemment sur la façon dont vous utilisez le Drive, où régulièrement, certains vont modifier les originaux et ils seront modifiés pour tout le monde. Alors un des dangers, des principaux dangers des réseaux numériques, c'est tout ce qui est piratage. Donc là, je développe ce qui a été très utilisé dans cette année qui est passée. Il y a 4 pratiques qui sont particulièrement en pointe, donc on va les regarder. Donc il y a le piratage du cloud, le cryptojacking, le piratage via l'Internet des objets et le Wiper, qui est un virus destructeur. Donc c'est les 4 principales menaces actuellement, mais ça change très vite. Hein. Donc la première, c'est donc le piratage des données dans le cloud. Plutôt que de pirater vos données sur votre ordinateur, votre terminal personnel, eh bien certains disent vaut mieux pirater là où sont entreposées les données, parce qu'évidemment le cloud c'est une image. Derrière, vous avez des data centers, vous avez donc des serveurs qui vont stocker toutes ces données. Et pour certains hackers, c'est peut-être plus juteux d'attaquer un data center et de récupérer des millions de données plutôt que d'aller attaquer ordinateur par ordinateur. Donc ça, c'est plutôt la tendance du moment. Pour exemple, Marriott, qui l'été dernier s'est fait pirater 500 millions de données clients. Il y a 500 millions de clients qui ont vu leurs données personnelles partir suite à un piratage du cloud où avaient entreposé les données du groupe Marriott. Deuxième menace, le cryptojacking. Donc c'est un procédé qui sert de logiciel malveillant non pas pour bloquer les ordinateurs et demander après une rançon, ça s'appelle le ransomware. Ça c'était très en vogue dans les dernières années. Mais là, avec l'apparition de la crypto-monnaie, ils vont utiliser l'ordinateur, donc ça va être un logiciel qui va être hébergé dans des milliers, voire des millions d'ordinateurs, et qui vont exploiter donc la puissance de feu combinée de tous ces ordinateurs pour attaquer une crypto-monnaie. Donc c'est des scripts très compliqués, très complexes, et du coup l'utilisateur que vous êtes, vous pouvez ne rien voir parce que l'objectif c'est justement de ne pas se rendre compte que votre propre ordinateur est en train d'attaquer un autre. Alors après, il y a quelque chose qui se développe très fortement, et là on en est qu'au début, c'est l'Internet des objets, et qui recoupe, donc là vous voyez, c'est cette partie d'intersection là, le web des objets, qui va prendre en compte le web social, le web en temps réel, le programmable, le sémantique, le physique. Et en fait, l'Internet des objets, c'est l'intersection de tout ça. Donc on parle d'Internet des objets, c'est IoT ou IoE, parce qu'on parle aussi beaucoup de Internet of Everything. Donc ça veut dire que en fait, tout à terme va être connecté. Et c'est pas simplement que vos smartphones que vous connectez avec votre tablette, avec votre ordinateur, où tout est relativement coordonné, et encore plus si vous avez tout acheté
dans la même marque, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut maintenant interconnecter des objets assez simples, comme des badgeuses, comme des dispositifs de vidéosurveillance, comme de la domotique, hein, comme le démarrage du chauffage ou la fermeture des stores, l'ouverture des portes, la gestion des systèmes d'énergie. Eh bien, tout ça, c'est maintenant géré par des iOS, quoi, donc des operating systems, qui vont être, eux, et ben, du coup, vont héberger vos outils et les connexions dans le cloud. Alors, inutile de vous dire que c'est un secteur qui intéresse les pirates au plus haut point, parce que votre iOS peut être super bien protégé. En revanche, votre brosse à dents connectée, elle ne l'est pas forcément. Donc, il n'y a pas forcément un cryptage de folie sur des outils relativement simples. Autre type de menace, le virus destructeur, donc on appelle le wiper, c'est un type de logiciel malveillant qui cherche absolument rien d'autre qu'à vous faire du mal. C'est, comme le nom le dit, c'est un virus qui détruit et qui a pour objectif de détruire les données. Donc, malheureusement, vous pouvez faire les frais de tests de virus de destructeurs, mais globalement, c'est des outils qui sont utilisés dans la cyberguerre, hein, donc avec des cybersoldats, et c'est ce qui s'est passé notamment dans la guerre éclair qui a eu lieu en Géorgie, où 24 heures avant l'attaque physique, c'est-à-dire des armées, il y a eu une attaque virale où tous les ordinateurs de la partie adverse ont été neutralisés avec des virus destructeurs. On voit ça régulièrement dans tous les films qu'Hollywood peut produire. Donc voilà pour la fin du premier chapitre et je vous retrouve dans le suivant.